tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de revoir les travaux de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. La semaine dernière, 2 auditions importantes ont eu lieu au Sénat, celle du directeur général de Huawei France et celle du secrétaire général adjoint de Google France. L'audition des cadres de Huawei intervient 1 mois après le vote par le Parlement d'une loi qui encadre davantage l'exploitation de la 5G. Mais l'entreprise chinoise a surtout fait l'objet de vives critiques sur des soupçons d'espionnage, des critiques portées notamment par l'administration Trump. Direction la salle René Monory pour suivre ces auditions. On se retrouve juste après. Notre commission d'enquête donc poursuit ses travaux avec l'audition de représentants de l'entreprise Huawei France. Nous accueillons M. Weilang Shi. Voilà, directeur général, c'est ça? Les informations sont bonnes. Monsieur Gwenaël Rouillec, quelle est votre fonction? Directeur de la cybersécurité. Directeur de la cybersécurité. Monsieur Benjamin Ecker. Oui, directeur juridique des données personnelles. Et des données personnelles. Merci. Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié. Et je vous rappelle, pour la forme qui convient aux commissions d'enquête parlementaires, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous invite donc à prêter chacun à votre tour, si vous devez vous exprimer tous les trois, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Alors on va procéder. Monsieur Chi, vous pouvez... Oui. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Monsieur Rouillec. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Merci, Monsieur Rouillec. Monsieur Ecker. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Monsieur Shi, vous êtes directeur général de la filiale française de Huawei, l'un des géants chinois du numérique avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Présente dans les équipements réseau, mais aussi dans les smartphones ou dans le cloud, l'entreprise connaît une croissance impressionnante et emploie aujourd'hui nombre de nos concitoyens. Elle est actuellement au cœur de la guerre technologique que se font les États-Unis et la Chine. Notre commission ne pouvait donc faire l'impasse sur votre audition, vous le comprendrez. En tant qu'entreprise chinoise, vous êtes en mesure de faire état des spécificités françaises dans l'approche de la souveraineté numérique, de ses points forts et de ses points faibles. Nos pouvoirs publics sont-ils, selon vous, à la hauteur des enjeux? Première question. Mais nous devons également de vous interroger sur des sujets plus polémiques, problématiques, sur lesquels peut-être vous pourrez nous rassurer, alors que nous devrions adopter ce mois-ci définitivement la proposition de loi sur la sécurité des réseaux 5G. Ce texte, je le rappelle, ne vise aucune entreprise en particulier, mais fixe plutôt un cadre général pour garantir la confiance dans la technologie. Certains l'appellent autrement, cette proposition de loi. Moi, je l'ai toujours appelée 5G, et je crois qu'il faut l'appeler comme ça. Et ne pas viser quelqu'un en particulier, et en particulier votre entreprise. La question des liens de votre entreprise avec le gouvernement chinois ne cesse de défrayer la chronique. 2 points ont particulièrement émergé dans le débat public, à savoir qui détient l'entreprise et quel est l'impact de la loi chinoise de 2017 sur le renseignement. Sur le premier point, qui détient l'entreprise? Dans un article publié en avril dernier, 2 chercheurs américains ont montré que la holding de votre entreprise est détenue à 1% par son fondateur, M. Zheng Fei, et à 99% par une entité appelée comité syndical, dont on sait peu de choses. Ces chercheurs en tirent la conclusion selon laquelle, au vu du rôle que jouent les syndicats en Chine, Huawei pourrait être considéré comme contrôlé par l'État. Ces chercheurs parlent au conditionnel, bien entendu. Ils affirment, en revanche, qu'il est clair que Huawei n'est pas détenu par ses salariés, qui détiennent seulement ce qui est assimilable à un régime d'intéressement et de participation aux bénéfices. Pouvez-vous nous éclairer, monsieur le directeur, sur ce point important? Qui détient le pouvoir de décision in fine dans l'entreprise Huawei? Le second point porte sur la loi chinoise, sur le renseignement de 2017, qui génère les mêmes inquiétudes que le Cloud Act aux États-Unis. Son article 14 à cette loi dispose notamment que les services de renseignement chinois peuvent requérir la coopération de tout citoyen chinois et de toute organisation. Êtes-vous, monsieur, en mesure de garantir que les données qui passent par vos équipements et vos serveurs ne seront pas utilisées par le gouvernement chinois? Si vous, en tant que personne physique ou en tant que personne morale, recevez une requête d'assistance du gouvernement chinois, comment pouvez-vous la refuser?
Ces obligations sont-elles compatibles avec les normes européennes comme le règlement général de la protection des données? Nous vous remercions de votre présence et nous comptons sur vous pour nous rassurer. Vous avez la parole. Et Tu veux faire une déclaration, Gérard? Non, je vais écouter d'abord. Gérard Longuet, rapporteur de notre commission. Bailamchi. Nous vous écoutons, Monsieur le Directeur, ainsi que vos collaborateurs. Monsieur le Président, merci pour votre question. Donc, avant que je réponde à vos questions, donc j'ai préparé un peu de présentation. Si vous me permettez, je peux commencer. Oui. C'est bon, là, le point rouge? C'est bon, ok. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames sénatrices, Mesdames les sénateurs, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions vivement de nous recevoir dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. C'est avec plaisir que nous avons accueilli votre invitation à participer à cette audition qui sera, j'espère, l'occasion de faire tomber quelques barrières. Comme vous le savez, Huawei est le leader mondial des équipements télécoms et le deuxième fabricant de smartphones. Basé à Shenzhen, le groupe, créé en 1987, compte aujourd'hui près de 190 000 employés dans le plus de 170 pays. Huawei est une entreprise 100% privée, détenue par plus de 96 000 de ses employés et son fondateur, qui vient de parler, dispose que 1,14% des parts d'entreprise, selon un modèle coopératif. S'agissant de la filiale française, Huawei Technologies France est une société par action simplifiée, unipersonnelle, inscrite au registre de commerce de Nanterre. Présent en France depuis 2003, Huawei emploie près de 1000 personnes réparties entre différents sites implantés à Boulogne-Billancourt, Paris, Nice et Grenoble. Les activités sont principalement commerciales, mais nous disposons aussi de centres de recherche et développement spécialisés en design, en traitement de l'image, en mathématiques et standardisation et en capteurs. L'ADN de Huawei est la recherche et l'innovation, dont la première valeur de l'entreprise est le client. Spécialisée dans les nouvelles technologies, notre activité ne peut exister ni pérenniser sans cybersécurité. C'est pourquoi nous appliquons à tous nos produits et process les standards internationaux les plus élevés en matière de sécurité et imposons à tous nos collaborateurs à travers le monde le respect des règles de sécurité et de conformité extrêmement strictes, dont la RGPD est l'un de nos standards au niveau mondial. Huawei investit 15% chaque année dans son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement. En 2018, cela représentait près de 13 milliards d'euros. Donc, la stratégie commerciale de Huawei n'est pas basée sur des acquisitions d'entreprises. Au contraire, elle est basée sur le développement d'écosystèmes à travers le monde, le transfert de notre savoir-faire et la volonté de nous implanter durablement. Si nous sommes plus compétitifs, c'est parce que nous permettons à nos clients de faire des économies d'échelle en utilisant des produits très innovants adaptés à leurs besoins. Huawei est un acteur de souveraineté numérique des pays dans lesquels nos matériels sont installés. Nous développons en effet des produits adaptés aux demandes des clients, appliquant les standards de sécurité les plus élevés, respectant les normes de chaque pays dans lesquels ils sont installés, mais aussi nous incitons nos clients, publics comme privés, à rassurer le niveau de sécurité élevé des matériels et réseaux qu'ils opèrent. J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que Huawei est l'entreprise dont les matériels ont été les plus testés et examinés dans le monde, tant en matière de certification que par les tests menés par nos clients. Contrairement à ce qui a pu être dit ou sous-entendu, Huawei a toujours joué la carte de la transparence et compte bien tenir cette ligne de conduite. Il nous appartient de rassurer les pouvoirs publics sur la qualité et la sécurité de nos matériels comme de nos services. C'est pourquoi nous avons ouvert plusieurs centres de tests, le dernier ayant été ouvert à Bruxelles, afin de permettre aux agents étatiques et à nos clients et partenaires de pouvoir vérifier et tester nos codes sources. En outre, Huawei contribue de manière inclusive et transparente avec tous les acteurs du secteur à l'amélioration des standards internationaux. Huawei collabore en effet activement aux travaux de 3GPP et échange régulièrement avec les services de ANFR, l'ARCEP ou encore l'ANSSI et de la DGE.
Notre volonté est de favoriser l'éclosion d'un écosystème de start-up françaises qui seront, selon nous, les acteurs de souveraineté numérique de la France de demain. Contrairement à nombre d'acteurs de nouvelles technologies, notre activité n'est pas basée sur la cession des données à des fins commerciales. Au contraire, Huawei propose des briques technologiques innovantes qui permettent aux acteurs du numérique de pouvoir les intégrer dans les solutions qu'ils développent eux-mêmes. Vous l'aurez compris, Huawei est un acteur majeur des nouvelles technologies, tant qu'au niveau mondial qu'en France. C'est la raison pour laquelle Huawei signera dans les tout prochains jours la paix de Paris, pour la confiance et la sécurité dans la cyberspace. Accompagné M. Guénéo Rouillec, notre directeur de cybersécurité à ma gauche, et Benjamin Hecker, directeur juridique et protection des données à ma droite, je serai heureux de répondre à votre question. Donc pour déjà la question de la loi de 2017, nous avons invité une agence d'avocats d'analyser cette loi. Donc peut-être Benjamin qui est capable de répondre un peu à détail pour cette question. Oui, nous vous remercions pour cette question. Donc, sur la loi de 2017, effectivement, on a pris le parti chez Huawei de faire intervenir différents cabinets d'avocats qui ont analysé les textes chinois, puisqu'on parle de la loi de 2017, on parle parfois d'autres lois chinoises, et d'essayer d'en faire sortir l'exacte substance. La loi de 2017 est une loi qui est liée aux impératifs de sécurité nationale en Chine. Donc il est important de comprendre que cette loi a vocation à s'appliquer strictement et exclusivement en Chine. Vous avez cité tout à l'heure le Cloud Act, ce n'est pas le Cloud Act. Il n'y a pas d'effet extraterritorial de cette loi. Cette loi a vocation à s'appliquer en Chine à tout individu ou organisation implanté en Chine. Donc il n'y a pas de lien à la nationalité des personnes. Donc cette loi s'applique indistinctement aux entreprises étrangères établies en Chine ou aux personnes en Chine, chinoises ou non. Voilà. Elle demande à ces personnes de collaborer à des enquêtes lorsque ces enquêtes sont sur des impératifs de sécurité nationale, tout simplement. Donc il n'y a pas autre chose. Et si on cherche à extrapoler et aller donc dans la question que vous avez posée sur l'application potentielle ou la demande potentielle en Chine pour la France, cette possibilité-là n'existe pas. Cette possibilité-là n'existe pas dans le texte. Les analyses qu'on a reçues de nos cabinets d'avocats nous le confirment, et on se félicite aussi que le gouvernement chinois, et notamment le Premier ministre chinois, l'a confirmé encore récemment sur le fait que ces textes-là n'avaient pas d'effet extraterritorial et ne visaient pas les entreprises ou les individus hors Chine à collaborer à des enquêtes en Chine. Voilà. Donc, concrètement, en tant que directeur général de Huawei en France, déjà, on n'a jamais reçu de demande dans le passé, soit du groupe, soit du gouvernement chinois, de nous transférer, de nous demander de transférer les données. Et on ne va jamais accepter parce que la seule loi qu'on va respecter, c'est la loi France. Vous avez terminé votre présentation? Ah oui. Oui. Ok. Merci. Je vais donner la parole au rapporteur de notre commission, Gérard Longuet. Oui, merci, cher Président. Je voudrais me tourner, mieux comprendre l'entreprise Huawei, qui est un remarquable succès mondial. Et peut-être une première question, quelle est la part du chiffre d'affaires réalisé en Chine et la part du chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur de votre pays d'origine? En 2018, le chiffre d'affaires global, ça a atteint à peu près 108 milliards de dollars. Ouais. Je n'ai pas le chiffre exact, combien on fait. L'ordre de grandeur. Oui, le grandeur, c'est à peu près 50%, 50%. Et dans les 50, en dehors extérieur à la Chine, j'imagine qu'il y a une plaque Amérique, Europe et reste de l'Asie. Que représente l'Europe dans cette plaque? L'Europe représente, parce que l'Europe, dans notre organisation... L'Europe et Proche-Orient, sans doute. Voilà, l'Europe, dans notre organisation, on a divisé en deux. On a une région qui couvre l'Europe de l'Ouest et une division qui couvre le reste de l'Europe. Donc, comme je travaille... Russie comprise? Pardon? Russie comprise? Russe, c'est encore à part. Russe n'est pas compris dans la région de l'Europe. Ouais. Donc, on a aussi la région...
On a aussi la région Pacifique et région l'Afrique. Donc, on a à peu près 6-7 organisations régionaux. Ouais. D'accord. Deuxième question, sur le plan, vous considérez-vous comme une entreprise d'équipement ou une entreprise de service qui vend aussi des équipements? Et quelle est la part de service, soit de conception, soit d'hébergement? On ne fait pas... en fait, notre modèle d'économie de Huawei, c'est pour vraiment vendre notre infrastructure matériel, voilà, accompagné avec un transfert de savoir-faire. Ouais. Donc, les services, c'est plutôt la formation, les installations. Ça autour du matériel. Voilà, autour du matériel, tout à fait, exactement. La première question, alors, dans l'actualité que je souhaitais vous poser, est le fait que vous vendez donc des téléphones qui sont en dehors de la Chine, équipés du système d'exploitation Android. Pensez-vous qu'il soit possible d'obtenir pour l'Europe, ou en dehors de la Chine en tous les cas, des systèmes d'exploitation qui se libéreraient d'Android? Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, il n'y a pas de troisième système d'exploitation pour le téléphone mobile. Ouais. Donc, il y a un système qui s'appelle iOS, qui est détenu par Apple, et un autre système Android qui est détenu par Google. Ouais. Donc, aujourd'hui, je pense que le problème de fondamentaux, ce n'est pas le système d'exploitation. Ouais. Donc, pour Huawei, ce n'est pas, je pense, difficile d'avoir le troisième écosystème, mais le plus important, c'est les applications. Est-ce qu'on peut avoir le support technique des applications? Ouais, donc, on peut l'appeler plutôt l'écosystème. Donc, le système d'exploitation, ce n'est pas la clé. La clé, c'est les applications et l'écosystème. Donc, je vous fais peut-être un exemple un peu concret. Oui, s'il vous plaît. Voilà, si on crée une plateforme ou un système d'exploitation, sachant que, par exemple, le YouTube ou peut-être le Google, Facebook, ne nous donne pas le soutenir de marcher leur application dans cette plateforme. Et ce téléphone, personne ne va l'acheter. Ouais. Donc vous pensez que vous pouvez, en Europe, survivre au refus d'un équipement Google ou Apple? Ce n'est pas notre souhait. Non, j'imagine. Ce n'est pas notre souhait. Ça risque d'être une contrainte. Oui, exactement. Donc, notre stratégie, c'est toujours intégrer dans l'écosystème existant. Ouais. Donc, si jamais dans le cas, on ne peut plus utiliser, par exemple, le support de l'écosystème existant, pour nous, c'est peut-être obligatoire d'avoir peut-être notre propre système d'exploitation, en cherchant aussi peut-être les applications qui soient d'accord dans cet écosystème. Oui. D'accord. Oui. Vas-y. Oui, je me permets, excuse-moi d'intervenir, parce qu'on a auditionné Google hier, et Google affirme que donc, son système d'exploitation est en fait un système libre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, pour pouvoir l'utiliser, vous n'avez aucune contrainte de pouvoir l'utiliser, ni aucune autorisation à avoir, si ce n'est pour donc, toutes les évolutions et toutes les mises à jour de sécurité qui pourraient donc ne pas se faire. Est-ce que, donc justement, par rapport à ce point-là, de toute façon, si jamais il y avait donc un durcissement de la situation, votre projet serait de rester sur ce logiciel libre, finalement, en le faisant évoluer à votre manière, ou est-ce que ce serait reconstruire, finalement, un autre écosystème? Oui. Merci, Monsieur le Sénateur. Donc, je viens de dire que la clé de système d'exploitation, c'est plutôt l'écosystème. Oui. Donc, moi, j'affirme aussi que le système Android, c'est une open source. Donc, Huawei aussi fait partie d'un des plus grands contributeurs pour cette open source. Donc, pour nous, on n'a aucun souci de continuer d'utiliser ce système d'exploitation. Mais le problème, c'est les applications. Oui.
Donc aujourd'hui, évidemment, c'est-à-dire avec peut-être la décision des États-Unis, on ne peut plus utiliser les applications. Et personne ne va acheter un téléphone sans les applications. C'est ça aujourd'hui la clé. Ouais. Donc, dans un autre secteur tout à fait différent, nous observons que des grands opérateurs du numérique investissent dans les câbles sous-marins. Et vous venez de prendre la décision inverse. Pour quelle raison? Je n'ai pas très bien compris votre question. Je répète tranquillement. Des grands opérateurs du numérique mondiaux, Microsoft, Google, investissent dans les réseaux de câbles sous-marins internationaux. Et vous venez au contraire de faire l'opération inverse, puisque je crois que vous avez vendu à Hengtong, un autre acteur chinois du secteur, vos activités de câbles sous-marins. Considérez que ce n'est pas stratégique ou oui, tout à fait. Ouais. Donc, notre stratégie aujourd'hui du groupe, dans le passé même dans l'avenir, c'est vraiment focalisé sur, on peut dire, les connectivités. Ça fait l'objet, par exemple, toutes les technologies de mobiles, 2G, 3G, 4G, 5G, et aussi la fibre optique, les réseaux access. D'autre part, c'est le système de computing, donc serveur stockage. Et le troisième, c'est les terminaux. Donc, ça fait les trois piliers de fondateurs de notre business principaux. Donc, on est en train de focaliser sur ces business. Et vous considérez donc que pour vous, dans la stratégie de votre entreprise, les réseaux ne sont pas décisifs. La propriété des réseaux ne constitue pas une nécessité. Oui, ça dépend. Le réseau, ça dépend aussi quel genre de réseau. Donc, nous avons le réseau de télécom, bien évidemment. Ça, c'est le cœur d'activité. Absolument. Oui. Mais le câble sous-marin ne fait plus partie de notre stratégie. D'accord. Tout à l'heure, en présentant Huawei, vous avez indiqué que la société appartenait à 96 000 salariés. Je crois avoir retenu ce chiffre, c'est-à-dire près de la moitié des personnels concernés. Comment fonctionne une telle démocratie économique pour diriger et gérer l'entreprise? Donc, je complète, je n'ai pas compris, je ne crois pas que vous ayez répondu à la question de qui possède l'entreprise. Si vous pouvez le... Oui, bien sûr. Je crois que j'avais déjà répondu parce que c'était dans ma présentation. En fait, voilà. Donc, la société, c'est vraiment 100% privé et détenue par les employés et son fondateur, qui ne détient seulement 1,14%. Donc, le gouvernement chinois, ou les troisième parties, n'a aucun pouvoir, n'a aucune action. Il ne représente aucune action dans notre société. Donc, c'est vraiment... Est-ce que le gouvernement chinois est créancier de l'entreprise ou des banques chinoises sont créancières de l'entreprise? Parce que les salariés, moi je suis pour la participation et la détention par les salariés, c'est un élément extrêmement positif de cohésion. Mais le développement de ces activités sont très capitalistiques, consomment énormément de moyens financiers. Et les salariés n'ont pas toujours les moyens d'apporter ces capitaux. Alors comment l'entreprise fait-elle pour développer en termes de capitaux? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, la société est détenue par ces 96 000 employés qui sont organisés au travers d'une sorte de coopérative. Donc cette coopérative est gérée, il y a un comité qui est élu par ces 96 000 employés qui représente donc les intérêts des 96 000 personnes. Donc ce comité est constitué d'environ 115 représentants qui eux-mêmes s'organisent avec un bureau et qui gèrent donc l'entité. Aujourd'hui, cette société-là, cette coopérative est l'organe le plus élevé de direction au sein de la société. C'est cet organe qui va permettre d'élire les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance de la société. Les 115 représentants. Qui représente, on va dire, la coopérative. D'accord. Donc c'est ces personnes-là qui sont élues par les employés directement et qui gèrent cette coopérative. Voilà. Mais je reviens sur le financement. Sur le financement.
Parce que là, nous sommes dans des secteurs qui sont, vous l'avez évoqué, très consommateurs en recherche en permanence. Et quand on peut autofinancer ce développement, c'est évidemment une bonne solution. L'expérience prouve que dans des secteurs à technologie extrêmement évolutive, l'appel aux capitaux extérieurs est une nécessité. Et vos salariés sont naturellement bien payés, mais enfin, ils ne peuvent pas indifférer. Enfin, je vous souhaite en tous les cas, mais ils ne peuvent pas apporter facilement, malgré leur nombre, ces moyens. En fait, une partie des financements, c'est l'autofinancement de la société qui réinvestit les revenus qui ont été générés par l'entreprise. Ensuite, on peut faire appel aussi à des banques. Donc, une grande partie sont des banques étrangères. Quand j'entends étrangers, c'est non chinoises. Je crois que ça représente plus de 70% ou 80% du financement. Les banques quand on fait appel aux banques, représentent 4... Le chiffre précis, je pourrais vous le transmettre un peu plus tard. C'est un ordre de grandeur. Voilà. Il y a des banques françaises qui sont directement concernées. Il y a des banques françaises qui sont impliquées. Je connais un petit peu votre pays que j'apprécie. Je m'y suis rendu plusieurs fois. Ça, c'est vrai. Je me suis rendu plusieurs fois. Que tu l'apprécies. Que je l'apprécie. C'est partagé. Un pays qui mérite d'être apprécié. Oui, d'être connu. Et son peuple en particulier. Moi, j'ai compris, alors peut-être à tort, que compte tenu de l'organisation politique qui est la vôtre, de manière souveraine et respectable, en principe, le Parti communiste chinois a un pied voilà, dans chaque entreprise, ou un orteil dans chaque entreprise. Voilà. Ça se traduit notamment par le fait du choix de dirigeants, qui par ailleurs peuvent être élus dans le cadre d'un processus comme celui que vous avez évoqué, qui concerne certainement votre entreprise. Alors, est-ce que Huawei fait exception par rapport à cette compréhension que j'ai des choses, ou est-ce que c'est moi qui on n'ai pas une vision correcte des exactement choses? Comme vous l'avez dit, en fait, la loi chinoise qui demande, avec une condition, les sociétés, quoi que ce soit capitalisées chinoises ou capitalisées étrangères, d'avoir une comité communisme en Chine. Donc la Huawei ne fait pas exception. Donc nous avons aussi une commission communisme, mais qui ne joue pas le rôle de la décision pour la stratégie de la société, qui joue le rôle comme le comité d'entreprise. D'accord, ok, merci. Je voudrais revenir sur, pardonnez-moi, sur le rôle de l'État chinois, parce que nous savons qu'aux États-Unis, par exemple, le département de la Défense, comme client, est en fait un partenaire extrêmement important de toute une série d'activités de haute technologie, sous forme d'achat préférentiel, sous forme de subventions. Les entreprises françaises, et j'en ai eu une expérience comme ministre de l'Industrie ou comme ministre de la Défense, savent également se tourner vers l'État français pour obtenir des moyens et des soutiens. La question est importante. Avez-vous le sentiment que Huawei est une entreprise qui est en dehors de tout contact avec le gouvernement chinois, ou qui, comme les autres entreprises européennes ou américaines, s'efforce de bénéficier, lorsque cela est possible, de subventions, de lignes de crédit ou d'achats positifs prioritaires? Ce ne serait pas choquant, puisque de toute façon, les autres pays le font. Monsieur le rapporteur, donc premièrement, c'est tous les produits et services que Huawei crée, c'est les produits standards et c'est les produits civils. On ne produit pas les produits ou les matériels pour les militaires ou pour la défense. Uniquement du civil. Uniquement les civils. Uniquement les civils, oui. Et avec les standards. Donc on participe les normes et standardisations, par exemple de 3GPP, de GSMA, c'est uniquement pour les civils. D'accord. Ouais. Et est-ce que les pouvoirs publics chinois sont vos clients? Ils pourraient être notre client. Ils peuvent acheter les serveurs à stockage pour leur utilisation, mais c'est avec les standards. On ne fait pas des choses sur mesure. Sur mesure, c'est vraiment quelque chose de standard. Et deuxième question, c'est on ne bénéficie aucune subvention du gouvernement chinois ni la banque chinoise. C'est bon, Gérard? C'est bon.
Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour vos propos. Moi, j'aimerais vous poser des questions sur un plan plutôt géostratégique. On a le sentiment aujourd'hui que, notamment pour des raisons capitalistiques évoquées par notre rapporteur, qu'il y a deux grands blocs qui sont en train de se constituer. Un bloc autour des GAFAM, le vôtre, le bloc autour des GAFAM étant soutenu par le gouvernement américain. Et on l'a vu dernièrement quand le gouvernement français a décidé de taxer les GAFAM, le gouvernement américain a invoqué la possibilité de représailles économiques. Donc les choses sont claires. On a le sentiment que entre ces deux blocs, aujourd'hui, l'Europe constitue un champ de bataille, un champ d'affrontement entre ces deux blocs, que nous regardons un peu en spectateur, parce que malheureusement, au niveau d'investissement dans le numérique que nous avons, on n'a plus tellement les moyens de disputer les premiers rôles, et nous le regrettons tous collectivement. Je crois que c'est un des enjeux de cette commission. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans ce conflit qui touche à l'Europe, vous estimez, je crois que vous avez en partie répondu, que d'une part, le RGPD, d'autre part, l'open source et la nécessité de l'interopérabilité ne pourraient être pas, pour vous, des moyens, d'une part, de vous défendre contre les GAFAM, mais aussi de promouvoir un modèle de numérique qui pourrait être concurrentiel auprès des consommateurs européens parce qu'il apporterait des garanties aujourd'hui que les GAFAM ne donnent pas sur la sécurité des données personnelles. Bon, je vais essayer de répondre à votre question. Tout d'abord, je pense que personne n'aime la guerre, sur certains, ouais. Surtout pour les investir ou peut-être comme nous, c'est les fabricants des équipements. On n'aime pas du tout la guerre. Ouais. Et pourtant, on aime bien investir. Ouais. Donc, par exemple, je prends le cas de France, parce que je connais très bien en France. Depuis la création en 2003, donc aujourd'hui, nous avons déjà investi 3 bureaux de recherche en France, qui fait déjà aujourd'hui le pilier de notre activité. Et nous avons aussi investi encore un Open Lab qui permet de travailler avec tous les partenaires et aussi les clients pour l'innovation. Oui. Donc on va continuer d'investir. Donc notre rotating chairman Ken, il a annoncé dans la Vivatech qu'on va continuer à investir 35 millions de dollars dans le Open Lab. Oui. Donc pour votre question de RGPD, peut-être Benjamin peut prendre un peu la parole pour le détail. Ouais. Oui, sur la protection des données, c'est justement une occasion pour tous de monter un petit peu en protection et de changer un petit peu de modèle. Pour Huawei et au niveau du groupe, on a décidé de fixer le RGPD comme un standard. Donc on a décidé de s'appliquer aux règles du RGPD au niveau monde. Et donc on l'applique et on développe les programmes de conformité indistinctement dans nos différentes filiales. On pense que le RGPD, comme déjà la loi de 78 l'était, sont des formidables leviers pour protéger les données, pour protéger les consommateurs, protéger la manière dont tous ces éléments peuvent transiter, soit au travers des réseaux, soit au travers des applications qui sont données. On est intimement convaincu que la protection des données, c'est pas simplement quelque chose qui se limite à une obligation légale, mais plutôt quelque chose qui rentre dans la responsabilité sociale de l'entreprise, au même titre que les problématiques éthiques ou autres. Et donc ça rentre vraiment dans des piliers importants de responsabilité de la société. Il est important aussi de bien comprendre que Huawei, on est principalement un fournisseur d'équipements. Donc en fait, notre rôle principal, c'est de fournir des équipements qui sont d'un niveau de sécurité tel qui permettent de protéger les données que nos clients font transiter ou stockent dans ces équipements. Donc on a mis en place des process très stricts de développement. On a notamment beaucoup travaillé sur la notion de privacy by design que vous connaissez, qui est un des éléments du RGPD, qui permet, dès la création, dès la réflexion sur le développement d'un équipement, d'une activité, de prendre en compte la problématique de la protection des données et de l'intégrer dans le développement de l'équipement. Donc c'est vraiment pour nous une chance aussi. On est société, groupe, on va dire chinois, implanté dans différents pays, et notamment en Europe. Oui.
raisonnement. Quel type de certification pour épauler cette démarche? Alors aujourd'hui, les certifications, il y a soit des certifications qui sont peut-être pour Gwenaël au niveau de la sécurité des équipements, peut-être. Oui, effectivement. Alors tous les produits, en grande partie, sont critères communs, sont certifiés critères communs en Europe. Nous appliquons toutes les normes européennes et nous avons engagé cette année des certifications, je dirais, françaises avec l'ANSSI sur des certifications CSPN de premier niveau pour les produits 5G qui vont arriver demain à disposition de la France pour mettre en place la 5G. Si je peux également rajouter un point en ce qui concerne l'open source. Huawei utilise beaucoup d'open source, beaucoup de produits open source dans la conception globale des produits pour une question de transparence, effectivement, et également pour une question de conformité. On travaille beaucoup sur les produits à destination de nos clients. C'est-à-dire que la finalité, ce sont nos clients. On n'est pas contre ou pour un tel ou un tel. On fait des produits pour nos clients. Google, en fait, c'est une entreprise qui a été créée, voici maintenant 20 ans, presque 21 ans, par deux ingénieurs avec une mission qui était relativement simple. C'était celle de vouloir, d'une certaine manière, donner accès à l'information, et ceci à tous, et donc de trouver une manière d'organiser cet accès à l'information. Ça s'est d'abord opéré par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, qu'aujourd'hui de nombreux Français utilisent, mais également c'était la logique de vouloir permettre non seulement à des personnes d'accéder à l'information au travers d'un moteur de recherche, mais aussi de pouvoir communiquer au travers d'un outil de messagerie qui s'appelle Gmail, mais également de la capacité pour tout un chacun de pouvoir aussi émettre leurs propres informations, de pouvoir publier des contenus. On peut penser à des plateformes de blog, mais aussi on peut penser à la plateforme de vidéo YouTube qui est aussi au sein de Google. Et c'est vrai que toute cette mission-là, progressivement s'est développée en changeant énormément de choses. C'est-à-dire que Google, ce n'est pas Internet. Souvent, quand on parle d'Internet, on parle de Google, mais on n'est qu'un des acteurs parmi les autres à être justement partie prenante de ce qu'on appelle aujourd'hui Internet, ou de ce qu'on appelle aussi une partie d'Internet, le web. Et c'est vrai que ce que nous on s'est rendu compte, c'est que le web, notamment, a fait disparaître un certain nombre de barrières. On peut penser, par exemple, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui ont aujourd'hui la capacité de pouvoir annoncer très facilement sur Internet, de toucher une audience internationale, là où avant, c'était très compliqué pour eux de pouvoir accéder à un tel réseau, finalement, de personnes. Également, on peut imaginer plein d'autres cas. En termes d'accès à l'information, l'élément le plus central, c'est par exemple aujourd'hui, n'importe qui, grâce au web, peut émettre de l'information et non plus être seulement destinataire d'information ou finalement, comme avant, aller acheter un journal dans un kiosque, mais plutôt avoir cette variété d'informations. Quand on en vient à la question de la souveraineté, je viendrai à votre question sur les données très rapidement. Quand on vient les questions de souveraineté et souveraineté autour du numérique, souvent la souveraineté se définit autour de différents concepts. L'un des premiers concepts, c'est autour de ce qu'on appelle la souveraineté économique, c'est-à-dire la capacité pour un État de pouvoir développer un certain nombre d'acteurs stratégiques, d'avoir ces acteurs stratégiques présents sur son territoire, stratégiques pour différents aspects, mais c'est vrai que c'est une des premières pierres finalement angulaires de la souveraineté. Avec la révolution numérique, qui n'est aujourd'hui plus qu'une révolution, qui est tout simplement la société dans laquelle on évolue, la question de cette place, finalement, des acteurs stratégiques et du numérique se pose. Un des enjeux que l'on voit aujourd'hui émerger, et notamment quand on regarde, par exemple, les chiffres, c'est que la France demeure, par exemple, en retard en matière de numérisation de son tissu industriel et de son tissu économique. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très concret, un vendeur allemand aura peut-être plus de capacité à commercer avec un utilisateur français qu'un commerçant français, parce que ce commerçant français n'aura pas fait la démarche d'aller justement dans un circuit de transformation numérique. Un autre aspect tout aussi stratégique, c'est effectivement, vous citiez les exemples d'Airbus ou d'Atos avec qui on travaille, c'est aussi ça finalement la transformation numérique. Ce n'est pas uniquement la transformation numérique des petites et moyennes entreprises, c'est aussi d'amener des acteurs plus gros, plus industriels, vers cette transformation numérique. Et disons que sur ces deux aspects, Google joue
un rôle, et ce rôle, c'est d'accompagner ces acteurs-là. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas de remplacer ces acteurs-là, l'objectif n'est pas d'être demain celui qui sera, je ne sais pas, le remplaçant d'Airbus ou autre, mais bien évidemment d'être des acteurs qui vont, au travers de la technologie, accompagner, aider, soutenir, au travers de partenariats notamment stratégiques, ces acteurs industriels. Je peux parler très rapidement, pour vous donner des exemples, des actions qu'on a pu entreprendre par Orange, qui est un de nos partenaires aujourd'hui pour la construction de ce nouveau câble sous-marin entre la France et les États-Unis, et sur lequel finalement c'est au travers des infrastructures d'Orange que ce câble se connectera. C'est aussi le cas par exemple d'Alcatel, qui est un autre de nos partenaires industriels pour la construction du câble qui reliera l'Europe à l'Afrique. Entre en fait le Portugal matériellement et l'Afrique du Sud. En termes d'acteurs industriels avec qui on travaille, aux côtés desquels on travaille, on retrouvera effectivement, vous avez cité Airbus, mais on a aussi Air France, avec qui on travaille au travers des technologies qu'on appelle l'intelligence artificielle, à par exemple améliorer leur flotte de fret, Total pour l'identification de puits de forage, Carrefour pour la transformation véritablement de leur métier, etc. etc. À côté de cela, quand on dit aussi d'avoir la création de cette souveraineté, on va dire, économique, c'est aussi pour nous, et je pourrais répondre à toutes vos questions là-dessus, donc je passe rapidement, mais c'est aussi travailler aux côtés des centres de recherche français. La science, c'est aussi une manière pour la France de pouvoir se diffuser un peu partout dans le monde. Nous, on a fait le choix d'avoir des centres d'intelligence artificielle en France, on a fait le choix de signer des partenariats avec l'INRIA, avec Polytechnique, avec l'ENS. On fait le choix d'avoir des travaux de recherche conjoints, d'avoir une méthode de recherche ouverte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a publié plus de 5200 papiers, je crois, de recherche sur différents éléments. Donc les résultats de recherche ouverts à tous, n'importe quel autre chercheur peut les reprendre. On a fait le choix aussi d'ouvrir un grand nombre de bases de données qui permet justement à des entreprises, qui permet aussi à des chercheurs et des universitaires d'entraîner leurs jeux de données et d'améliorer leur intelligence artificielle. Si on en vient à la question de la sécurité, qui est une des autres composantes également de la souveraineté, plusieurs aspects là-dessus. Le premier élément, puisque j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs des précédentes auditions, on a pu entendre de ci de là que les acteurs du numérique, notamment Google, ne se soumettraient pas aux lois françaises, refuseraient de coopérer avec la justice, etc. Je vais être clair avec vous, on applique le droit français et on coopère avec la justice et notamment les autorités françaises. Par exemple, si on en vient des exemples très concrets, aujourd'hui, on travaille assez étroitement avec un certain nombre de services, dans le cadre notamment d'un groupe de contact qui a été créé juste après les attentats de Charlie Hebdo sous l'égide du ministère de l'Intérieur, à échanger un certain nombre d'informations, à échanger les bonnes pratiques, à standardiser les éléments qui permettent, par exemple, aux autorités de pouvoir notifier des contenus terroristes, de pouvoir justement travailler avec nous à détecter ces contenus-là et notamment en cas d'urgence à obtenir communication d'un certain nombre de données. On travaille étroitement également tant au plan français qu'au plan européen sur la lutte contre la haine. On a engagé, et ça notamment depuis la loi sur la désinformation, avec un certain nombre de régulateurs et en particulier le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est dorénavant un régulateur des acteurs du numérique. Et le dernier élément sur l'accès aux données, l'année dernière, l'année dernière, on a reçu plus de 11 000 demandes de la part des autorités françaises auxquelles on a répondu. Ce n'est pas des demandes qui arrivent et qui ensuite auxquelles on ne répond pas. On a répondu à l'ensemble de ces demandes, du moins quand ces demandes étaient justifiées ou qu'elles concernaient Google, puisqu'il nous arrive encore aujourd'hui de recevoir des demandes qui ne nous concernent pas. En ce qui concerne l'accès aux données, vous avez évoqué la question du Cloud Act et de cet accord. Peut-être un élément quand même de contexte sur lequel il est bien de s'arrêter quelques instants. Le Cloud Act, c'est un texte donc,
adopté par les États-Unis, qui était destiné en fait à revoir complètement tous les régimes spécifiques qui existaient en matière d'accès aux données. Je ne ferai pas l'historique, vous le connaissez, des contentieux qui ont pu émerger devant un certain nombre de juridictions américaines sur la question localisation, pas localisation des données. Le Cloud Act surtout, et ça on l'oublie beaucoup, c'est que c'est un accord bilatéral. C'est-à-dire que l'objectif de Cloud Act, c'est d'organiser l'accès à la fois par les autorités américaines, mais aussi par l'ensemble des autorités étrangères aux différentes données. Aujourd'hui, le Cloud Act est un accord qui n'est pas achevé, puisque seule la partie américaine a été adoptée, là où les accords bilatéraux, qui doivent être conclus notamment entre les États-Unis et la France, ou les États-Unis et l'Union européenne, à ce jour, n'ont pas été adoptés. Le Cloud Act, qu'est-ce qu'il permet? Il permet aux autorités américaines d'accéder à un certain nombre de données, de la même manière qu'aujourd'hui, le droit français permet aux autorités françaises d'accéder également à des données sur nos serveurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on ne répondrait qu'aux autorités américaines lorsque ceux-ci nous demandent d'accéder à un certain nombre d'informations. De la même manière qu'on répondrait aux autorités américaines, on répond aux autorités françaises, comme j'ai pu l'indiquer précédemment. Un élément pour entrer justement plus spécifiquement dans le Cloud Act et l'accès à un certain nombre de données. Il y a plusieurs éléments qu'il faut savoir. C'est que, par défaut, lorsque nous recevons une demande qui concernerait un des clients, nous renvoyons systématiquement les autorités auprès du client. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'un hébergeur de données. Donc, c'est-à-dire que si l'autorité veut accéder à une information qui concerne telle ou telle entreprise qui utiliserait nos services, elle doit d'abord aller s'adresser à l'entreprise en question. Ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième élément, c'est que nos services permettent aussi aux différentes entreprises de pouvoir rentrer dans un mécanisme et de pouvoir appliquer leur propre clé de chiffrement que nous ne possédons pas. Et donc, bien évidemment, même si on serait tenu de la part du Cloud Act de délivrer un certain nombre de données, dès lors qu'elles rentrent bien évidemment dans le cadre du Cloud Act, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on regarde, c'est pas parce qu'on reçoit une demande qu'on va répondre immédiatement. Il y a un certain nombre de procédures, il y a un certain nombre de contrôles de proportionnalité de la demande qui sont réalisés, un certain nombre d'éléments concernant aussi la nationalité de la personne visée par le Cloud Act, etc. Mais une fois que l'on arrive à ces éléments-là, dès lors que les données qui sont sur nos serveurs sont chiffrées par l'entreprise, nous ne sommes pas en mesure de délivrer une information en clair aux autorités. Et là, elle doit à nouveau aller s'adresser à l'entreprise en question pour accéder à ces informations-là. Merci. Je vais donner la parole à mon collègue Patrick Chaise. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais me permettre effectivement d'évoquer avec vous un certain nombre de points et de questions. Je m'en excuse par avance parce que la liste est un peu longue. Et avant de démarrer cette série de questions, je voudrais vous rappeler, comme le Président l'a fait en introduction, que vous êtes sous serment. Si je fais cette précision, c'est que ma première question va évoquer un certain nombre d'éléments concernant votre entreprise et notamment les condamnations de cette entreprise, puisque en 3 ans, votre entreprise a été condamnée à plus de 8 milliards d'euros d'amende pour atteinte aux règles de la concurrence avec des applications comme AdSense, Android, Shopping. L'autorité de la concurrence donc, a prononcé quant à elle des mesures d'urgence en février dernier dans le litige qui oppose aux entreprises à la société Amadeus sur le marché de la publicité en ligne. En France, donc, l'autorité de la concurrence n'hésite plus dorénavant à envisager une régulation asymétrique spécifique pour les géants qui ont atteint une taille critique. Certaines voix, notamment de la part de parlementaires américains, réclament même le démantèlement des GAFAM. Je voudrais savoir quels arguments vous opposez à ces contradicteurs. Et je voudrais savoir aussi pourquoi vous ne rendez pas public votre modèle économique et votre agenda pour répondre aux plus pressantes critiques qui vous sont adressées. Ça, c'est ma première question. Votre galaxie, réunie sous la société mère Alphabet, a, comme les autres grandes entreprises du numérique, une politique d'acquisition très active. Aujourd'hui, certains spécialistes des questions de concurrence considèrent que ces acquisitions sont prédatrices, en ce qu'elles ont pour objet de tuer la concurrence, donc l'innovation. Elle aura également pour conséquence de tuer l'ambition des start-up qui, plutôt que d'avoir pour ambition de créer une solution mondiale, souhaiteraient surtout se faire racheter.
Les États doivent-ils admettre de telles pratiques et laisser leurs administrations signer des partenariats avec des entreprises régulièrement condamnées? C'est ma deuxième question. En France, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, l'ARCEP, souligne le rôle d'infrastructure essentielle que sont devenus les systèmes d'exploitation des terminaux, Android pour Google et iOS pour Apple. L'autorité propose de les réguler afin d'en garantir l'ouverture et ainsi éviter qu'une entreprise comme Google ait un pouvoir de vie ou de mort sur une entreprise dont l'activité repose au moins en partie sur la présence au sein du magasin d'applications Google Play. Je souhaiterais savoir si vous menez un dialogue avec l'ARCEP sur ces questions. Sur les systèmes d'exploitation, je voudrais rajouter un point, dans le sens où l'actualité nous démontre que des tensions existent avec un grand équipementier, Huawei, pour ne pas le citer, avec des menaces d'interdire Huawei d'utiliser votre système d'exploitation. Ne craignez-vous pas que cette entreprise, finalement, ait une réaction qui l'invite, finalement, à créer son propre système d'exploitation? Auquel cas, quelle est donc votre analyse sur cette possibilité et quelle est votre perspective d'avenir par rapport à cette éventualité? J'avais dit que ma liste de courses était longue. Ah, parce que c'est quoi vous voulez? On peut faire une série de réponses. Non, mais on va vous laisser la parole et après on continuera. Je vais prendre les questions dans l'ordre, si vous le permettez. Concernant le premier élément sur le droit de la concurrence et plus spécifiquement sur les décisions de l'autorité de la concurrence française, mais également de la Commission européenne, concernant effectivement les trois cas qui ont concerné ce qu'on appelle AdSense for Search, Android et Google Shopping. D'une certaine manière, je dirais que le premier propos liminaire concernant ces enquêtes et ces discussions, c'est que le sujet, en fait, a été un sujet qui a été relativement long, notamment avec l'autorité de la concurrence, la Commission européenne. Je reviendrai après sur l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire que l'ensemble de ces dossiers ont été initiés dans les années 2000, on va dire quasiment 2011, 2012, pour les plus récents, quelquefois bien des années auparavant pour les tout premiers cas. Et pour rien vous cacher, c'était aussi un certain nombre de pratiques qui avaient été pointées du doigt par un certain nombre de concurrents, principalement américains, auprès de la Commission européenne française. De là, en fait, s'est engagé énormément de discussions avec la Commission européenne. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, des sanctions ont été prononcées, ces sanctions ont été payées, c'est pas la question. Notre point principal de dissonance par rapport à l'analyse qui a été faite par la Commission européenne sur ces cas-là, c'est pour ça que des appels sont en cours concernant ces décisions. C'est notamment, en fait, l'appréciation de deux éléments. Le premier élément, c'est d'apprécier, en fait, le marché, c'est-à-dire de quoi on parle. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de Google Shopping, l'analyse qui a été faite par la Commission, c'était de se dire, ben voilà, on regarde le marché des comparateurs de prix. Seul problème, c'est que si on regarde en fait le marché des comparateurs de prix uniquement, on oublie qu'aujourd'hui, plus de la majorité des requêtes en matière de produits sont lancées sur une autre plateforme. Amazon pour ne pas la citer. C'est-à-dire qu'un utilisateur, un consommateur, va d'abord commencer à chercher une information concernant un produit, d'abord chez un vendeur bien spécifique, et certains d'entre eux iront chercher de l'information sur les moteurs de recherche ou les comparateurs de prix. Et en fait, c'est toute cette dynamique-là qui, elle, est assez intéressante, mais pour lequel, en fait, on a eu énormément de discussions avec les autorités de concurrence et sur lequel on était en désaccord. C'est-à-dire de dire, l'analyse finale retenue par la Commission européenne était d'avoir, en fait, de circonscrire des marchés à des marchés très spécifiques, là où on avait une vision de dire qu'il faut prendre en compte toute une autre dynamique. Si je reprends l'exemple d'Android, qui était le deuxième cas sur lequel la Commission européenne a été amenée à prendre une décision, par exemple, le marché considéré, c'était les systèmes d'exploitation Android en dehors de la Chine. C'est-à-dire que, par exemple, Apple n'était pas intégré dans l'analyse concurrentielle.
Alors qu'on sait aujourd'hui, par exemple, qu'un consommateur migre très facilement d'un Apple vers un Android vers Apple. C'est-à-dire que segmenter effectivement ce marché-là et couper de toute l'analyse concurrentielle le dynamisme au travers du catalogue d'applications, par exemple d'Apple, de la part et de la pression d'Apple, par exemple sur un certain nombre de concurrents matériellement, par les Huawei, mais ce ne sont pas les seuls, fait que derrière, ça a été le premier élément sur lequel on a été en désaccord avec la Commission européenne. Deuxième élément de désaccord, et qui est commun aussi au cas Android et au cas shopping, ce sont des éléments concernant l'impact et l'analyse d'impact. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas shopping et dans le cas Android, la problématique de l'impact sur le concurrent n'a pas été concrètement et véritablement démontrée. Et ça, c'est un des éléments qu'on a mis également en avant, c'était de dire qu'il faut réussir à démontrer quand même un impact à la fin de nos pratiques sur soit les consommateurs, soit les concurrents. Si je prends l'exemple d'Android, le fait qu'on distribuait ensemble nos applications Google, c'est-à-dire le moteur de recherche, Google Play, Google Chrome, etc., qui était l'élément analysé par la Commission européenne, cette distribution, ce mode de distribution n'empêchait pas, n'a jamais empêché et n'empêche pas aujourd'hui un constructeur de préinstaller par défaut un autre moteur de recherche, de préinstaller par défaut un autre navigateur, même en plus de nos applications. Il n'y a pas eu de clause d'exclusivité et ça faisait partie des éléments sur lesquels on avait demandé à la Commission européenne d'aller plus loin et de dire, regardons dans le détail, au-delà de la pratique commerciale, puisque la Commission européenne s'était plus arrêtée au niveau de la pratique commerciale, on peut être en désaccord sur la pratique commerciale, mais regardons exactement quel a été l'effet concret de cette pratique, qu'est-ce qui fait que d'autres concurrents qui existaient et qui existent n'ont pas été préinstallés, quelles étaient les réponses apportées par les constructeurs à ces concurrents, etc. etc. Donc, et sur l'aspect shopping, c'était le même cas, c'est-à-dire que dans la décision shopping, la Commission européenne a été aussi très claire de dire que ce qui était contesté, ce n'était pas tellement le fait qu'on ait lancé un outil shopping, ou qu'on ait lancé en fait une nouvelle version de l'algorithme qui avait eu pour effet d'impacter un certain nombre de comparateurs de prix. Le point qui avait été critiqué par la Commission européenne, c'était la concomitance des deux aspects. C'est-à-dire de lancer en même temps un produit vertical, en même temps que une autre partie du moteur de recherche, changer ça. Mais disons que le droit à la concurrence et l'audition d'Isabelle de Silva le montre aussi, c'est toutes ces discussions autour d'une régulation nouvelle et autres, c'est un droit, en fait, c'est un droit de la concurrence qui est aussi en construction. Donc nous, on participe à cette construction-là. À la fin, on a des amendes, puisque la Commission européenne a des approches particulières. On a eu, par exemple, sur le dossier Android, des positions autres, d'autres autorités de la concurrence, que ce soit l'autorité canadienne, que ce soit l'autorité, je crois que c'était l'autorité australienne, et même de la FTC. Donc en fait, selon les analyses, selon les solutions, on n'aura pas forcément, de la part des différentes autorités, la même analyse concurrentielle du marché et des pratiques en cause. Et ce qui fait que nous, ce qu'on a toujours fait pendant ces dossiers-là, c'était d'être à l'écoute des régulateurs, de changer quand il fallait changer, d'ajuster nos pratiques, de modifier les contrats s'il fallait modifier les contrats, etc. etc. C'est-à-dire d'apprendre finalement en marchant également avec eux. Dans la décision de l'autorité de la concurrence et du cas actuellement en cours Amadeus, je ne m'étendrai pas dessus parce que c'est un cas qui est actuellement en cours, mais la question en fait qui s'est surtout posée, c'était finalement comment Google doit notifier la mise en œuvre d'un certain nombre de ces règles. C'est-à-dire que dans l'utilisation des règles, et notamment des règles publicitaires sur Google, vous avez un certain nombre de choses qui sont permises et non permises. Et donc, en fait, c'est de dire, à partir du moment où vous avez une entreprise qui rentre dans un périmètre non permis, quelle est la procédure qu'on doit mettre en œuvre? Est-ce qu'on doit tout de suite couper le compte de cet utilisateur? Est-ce qu'on doit le suspendre? Est-ce qu'on doit lui donner un délai de grâce de quelques jours, etc. Et c'est cet aspect-là, clairement, c'est autour de ça que les échanges avec l'autorité de la concurrence se sont engagés et se poursuivent là-dessus.
Si vous me permettez, oui. Donc, vous voulez être plus court. J'entends, non, enfin, plus court aussi, mais surtout de répondre à mes questions. Mes questions, elles étaient relativement précises. C'était de dire, voilà, quel argument vous opposez à ceux qui réclament le démantèlement, et surtout, pourquoi ne pas rendre public votre modèle économique? Alors, notre modèle économique est public. On a un modèle économique basé sur la publicité. En ce qui concerne une partie du moteur de recherche, on a d'autres modèles économiques plus spécifiques, plus limités, qui peut être par exemple de l'abonnement sur YouTube, ou qui peut être de la licence par exemple sur nos activités de cloud. Mais en cela, le modèle économique, l'ensemble des chiffres, l'ensemble de nos revenus publicitaires, l'ensemble des éléments financiers sont publics, sont publiés de manière trimestrielle et annuelle. On a un rapport qui est publié, on est une entreprise cotée, donc on est tenu de publier ces documents-là. Donc tous ces éléments-là, concernant le modèle économique de Google, la manière dont Google se rémunère, son modèle est lui public. C'est-à-dire que le modèle est clair. Si vous dites, c'est plus sur la spécificité plus exacte en disant mais quels sont les types de données que vous utilisez, etc. Ça, c'est un deuxième point, et c'est un des points sur lequel on mixe plutôt sur la problématique de la transparence, de se dire, dans ce modèle économique, quelle est la part des données qui sont utilisées et qui ne sont pas utilisées. Un des points, c'est que, disons que Internet est énormément alimenté par ce modèle économique de la publicité. Le problème, c'est que selon les acteurs, le type de modèle publicitaire n'est pas le même. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de Google, celui que je connais le mieux. Dans le cas de Google, si vous prenez le modèle principal qui est le moteur de recherche, aujourd'hui la publicité que vous voyez apparaître sur le moteur de recherche est avant tout personnalisée par rapport à la requête. Elle ne tient pas compte, en tout cas ce ne sont pas les éléments aujourd'hui qui sont le plus intéressants pour ce modèle-là publicitaire spécifique d'un historique d'achat ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le premier critère utilisé sur Google en termes de personnalisation de la publicité que vous allez voir apparaître, c'est la requête que vous tapez. Pourquoi? Parce que si vous faites une recherche sur une voiture et que vous voyez de la publicité pour Peugeot, c'est parce qu'on a fait une association entre votre envie, en quelque sorte, de faire une recherche sur voiture et peut-être que derrière, pour l'annonceur, c'est un premier signe que la personne cherche une voiture et donc l'annonceur se positionne sur ces mots-clés. L'élément, on va dire, données qui est utilisé, c'est plus les données de localisation qui vont permettre de personnaliser la publicité en sens linguistique, savoir est-ce qu'on vous affiche la publicité en français, en anglais ou en autre langue. Et c'est ça, à la rigueur, la donnée, on va dire, personnelle importante qui est utilisée, qui va être un élément de personnalisation de la publicité. Ça, c'est vraiment le modèle principal sur le moteur de recherche. Si on sort du moteur de recherche, parce que Google a une autre activité, qui est celle de régie publicitaire sur des sites, par exemple des sites de presse ou des sites divers et variés, le modèle de ces sites-là, c'est lorsqu'un visiteur vient et va visiter les sites, c'est de pouvoir afficher une publicité la plus personnalisée pour ces gens-là. À la différence d'un moteur de recherche, quand quelqu'un vient sur un moteur de recherche, il y a une requête qui est tapée, donc il y a un acte actif finalement de l'utilisateur sur le moteur qui permet d'avoir un signal qui permet d'afficher la publicité. Quand vous allez, je ne sais pas, visiter le site du Monde ou le site du Figaro, vous n'avez pas une action, on va dire, au travers du site pour afficher une information, quelle qu'elle soit. Et donc, la manière dont les modèles publicitaires sont conçus sur ces sites-là, c'est justement au travers de la personnalisation, de l'agrégation par un certain nombre d'acteurs, on est l'un d'entre eux, on n'est pas le seul, d'un certain nombre de données personnelles qui peuvent être basées sur des historiques de navigation, sur des cookies, etc., et qui permet, au travers de cet ensemble d'éléments, de pouvoir afficher une publicité personnalisée. Et c'est imperméable entre les deux? C'est-à-dire, entre les deux? Oui. Ce sont deux systèmes complètement différents qui sont gérés, même chez nous, techniquement, par deux mécaniques différentes. Mais c'est vrai que le modèle publicitaire est un modèle, je vous le conçois, très complexe. Et c'est vrai qu'il y a un rôle de la donnée, mais ce ne sont pas toujours les mêmes types de données qui sont utilisées. Et surtout, c'est que on a énormément d'acteurs publicitaires dans cette chaîne-là. On va avoir des acteurs qui vont faire justement ces régies où ils vont agréger, mixer des bases de données de différents sites Internet. Ils vont récupérer des informations de différents sites Internet et permettre finalement, au travers d'un cookie, de pouvoir réaliser une sorte de profil publicitaire, etc. Il faut imaginer que sur des sites, effectivement, lorsque vous cherchez à monétiser une audience, nous, en fait, souvent on parle en modèle économique, on parle de l'économie de l'attention. C'est-à-dire, on essaie de capturer l'attention de la personne. Donc, c'est ce qu'on appellerait monétiser l'audience. Et donc, quand vous êtes sur un site Internet, que vous consultez du contenu,
l'annonceur publicitaire essaie de capter votre attention, et donc à partir de là, c'est ça qui va être monétisé. Sur un moteur de recherche pur, nous, en fait, on est dans du transactionnel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à monétiser, c'est ce qu'on appellerait l'économie de l'intention. C'est-à-dire que, si je reprends encore un autre élément de différenciation, le moteur de recherche, le modèle économique, c'est que quand il y a une publicité qui s'affiche, on ne gagne pas d'argent. On ne gagne de l'argent qu'à partir du moment où la personne a cliqué sur le lien. C'est-à-dire qu'il a une intention, il va cliquer sur le lien publicitaire et il va activer, en fait, il va transformer en quelque sorte l'essai entre la publicité et son intention et il bascule ailleurs. Alors que sur des sites tiers, leur modèle de rémunération, c'est plus, par exemple, ce qu'on appelle du coût par mille, c'est-à-dire que la personne interagisse ou n'interagisse pas avec la publicité, c'est pas grave, ils seront quand même rémunérés. Et donc, par exemple, sur cette deuxième activité publicitaire, on est présent comme une régie publicitaire comme les autres. Et le modèle classique, ces modèles économiques de régie publicitaire, en moyenne, c'est pour 100 € de revenus publicitaires investis sur un site, une commission de régie, c'est environ 30%, et 70% environ est reversé au site Internet. C'est ça à peu près les modèles économiques classiques. Mais vraiment, il faut rentrer, je l'avoue, c'est quelque chose qui est assez technique. On essaie de plus en plus d'expliquer, de mettre des petits symboles à côté publicité en disant pourquoi vous voyez cette publicité, etc. De donner plus d'explications aux gens, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les utilisateurs sont demandeurs de ces explications, de comprendre en fait pourquoi cette publicité, pourquoi telle autre. Et nous, on se rend compte aussi au travers de discussions qu'il y a un mélange quelquefois qui fait entre tous les modèles publicitaires en disant oui, j'ai fait une recherche sur Google, suite à ma recherche sur Google, je vois la publicité qui apparaît dans ma boîte mail sur ça, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la personne a cliqué sur le lien elle est arrivée sur un site internet, d'autres cookies, d'autres acteurs publicitaires ont pris le relais et à partir de là, ont pu poursuivre finalement le suivi de l'utilisateur dans sa boîte mail sur des publicités qui peuvent tourner sur d'autres sites internet, etc., mais qui sont en fait décorrélées, on va dire, de l'activité de Google. Et c'est vrai que ce décryptage complet de toute cette chaîne complexe de la publicité, c'est quelque chose auquel on essaie de pousser. On a demandé à plusieurs associations de travailler aussi là-dessus, parce qu'il y a une vraie attente, je pense, côté citoyen là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, vous avez confiance sur les procédures en cours et sur les appels que vous avez engagés sur les condamnations? On pense que, dans tous les cas, on a besoin d'avoir cette discussion au niveau européen sur en fait, ces deux éléments essentiels, qui sont l'élément sur comment on définit un marché à l'heure du numérique, et notamment un marché dynamique, et le deuxième élément, comment se fait l'analyse des pratiques. Peut-être sur la deuxième question, rapidement, j'essaie d'être plus court, excusez-moi, sur la politique d'acquisition d'entreprises et autres. On a, comme n'importe quel acteur d'entreprise, effectivement une politique d'acquisition. On a pu acquérir dans le passé plusieurs entreprises. Un des exemples, c'est YouTube, c'est une acquisition. Android, c'est une autre acquisition. Ça fait partie aussi de notre stratégie, c'est-à-dire que on a en fait les deux intérêts, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt côté Google de continuer à d'investir, d'innover, de se transformer, d'avancer. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que le marché numérique est un marché qui en fait est ultra compétitif en termes d'innovation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, n'importe quel acteur peut créer une innovation et en quelque sorte bousculer vos propres produits et ce que vous étiez auparavant. Quand Google est arrivé il y a 20 ans maintenant, il y avait déjà, je crois, 13 moteurs de recherche sur le marché américain. On était le 14e et in fine, de fil en aiguille, on est devenu le leader du moteur de recherche aux États-Unis, par ce biais-là. Parce qu'on a eu une politique d'innovation, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était capable d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose on dit souvent de disruptif, mais du moins qui correspondait aux attentes des utilisateurs. Et donc on a cette obligation, cette contrainte, cette pression en permanence de continuer, de toujours innover, de rechercher des nouvelles innovations. Et effectivement, ça fait aussi partie de notre stratégie de croissance, c'est-à-dire que la croissance peut se faire soit de manière interne, soit de manière externe. Dans tous les cas, en fait, en face de nous, on a des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, ils vont avoir plusieurs stratégies. Ils peuvent avoir une stratégie d'entrepreneuriat. On a plusieurs exemples dans l'histoire du numérique d'entrepreneurs qui ont refusé de vendre leur entreprise à certains grands groupes. Vous avez cette histoire de Snapchat avec Facebook. Mais on a aussi des entrepreneurs, mais aussi derrière les entrepreneurs, des fonds d'investissement qui ont besoin de retrouver à un moment, au bout d'un certain nombre d'années, 5-10 ans, le retour sur leur investissement et donc de récupérer aussi à un moment
de l'argent. Et donc ils vont être aussi, non pas dans une stratégie d'expansion, de développement, mais plutôt dans une stratégie de pouvoir se vendre rapidement afin de pouvoir derrière permettre aux fonds d'investissement de poursuivre leur cycle de vie. Et donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses. On n'est pas à rechercher en permanence toutes les nouvelles innovations. Ce sont des choses plutôt qui vont concerner des métiers et notre métier initial qui est celui de permettre l'accès à l'information. C'est là-dessus sur lequel on se concentre. Mais Non, le temps nous est compté, bien évidemment. Oui. Si vous pouviez être, voilà, tout ce que vous dites est très intéressant, mais voilà, être un peu plus synthétique. Je te redonne la main et après Pierre posera des questions. Vas-y. Il y avait d'autres questions. Oui. C'était juste, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est de dire si vous êtes dans une stratégie de position dominante. Quelque part, en jouant ce jeu-là. Et la question, c'est de dire, effectivement, donc là, vu peut-être en tant que citoyen, est-ce que vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, à un moment donné, on devrait arrêter cette hémorragie, quoi? Sur la question, en fait, de la stratégie, enfin, en gros, la position dominante et stratégie autour de tout cela, j'allais dire, la question, à chaque fois que vous regardez justement un marché, souvent on le regarde à un instant T. On ne le regarde pas par rapport en fait, à l'ensemble de la dynamique de marché ou effectivement l'ensemble des acteurs. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure d'Android, et ce qui est vrai, aujourd'hui, si vous voulez faire une recherche, vous allez soit commencer votre recherche sur un moteur de recherche, Google, Quant, Bing, etc., soit vous allez commencer votre recherche sur un site dédié. Comme je disais, vous allez aller sur Amazon, vous allez sur TripAdvisor, vous allez aller sur eBay, vous allez sur Rakuten. Parce que votre type de recherche va aujourd'hui de plus en plus être spécialisé. Donc naturellement, vous allez vous retrouver dans des sites beaucoup plus dédiés par rapport à votre recherche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en termes effectivement d'activité, c'est pas parce qu'on a effectivement une activité d'acquisition qu'automatiquement on est dominant et par nature sur tel ou tel marché. Aujourd'hui, sur un YouTube, vous allez avoir énormément d'acteurs qui font de la vidéo. Facebook fait aujourd'hui de la vidéo, TikTok fait de la vidéo, WhatsApp fait de la vidéo, Snapchat fait de la vidéo. On a énormément d'acteurs dont le métier aujourd'hui est de plus en plus d'intégrer ces aspects-là. On a des on a des produits sur lesquels on a pu développer des produits qui n'ont pas marché, qui n'ont absolument pas marché. On aurait pu estimer que parce qu'on avait une part importante sur tel ou tel marché, que ça pourrait nous aider. Google+, c'est un produit aujourd'hui qui a fermé. On n'a jamais été en mesure de pouvoir être compétitif par rapport à notre réseau social, parce que derrière ce qui compte, c'est l'innovation et la manière dont les utilisateurs perçoivent ce produit-là, et c'est vraiment l'élément clé. Donc on a effectivement, nous, c'est toujours cet élément qui est recherché, et c'est pas en fait une hémorragie, quand vous dites c'est une hémorragie, aujourd'hui, on ne voit pas, et si je prends l'exemple du marché français, on n'a pas énormément d'acteurs français majeurs qui ont été rachetés par des grandes entreprises américaines. J'ai peut-être en tête, côté France, on a dû acquérir, je crois, de peut-être 3 entreprises, 3 petites start-up en France. On ne s'est pas retourné vers, je ne sais pas, un des grands acteurs, genre un Criteo et autres. On est véritablement à rechercher, là, c'est des acteurs très technologiques, et c'est un des aspects qui nous intéressait par rapport à une brique de nos activités. Mais c'est vrai qu'en termes d'hémorragie, si on regarde sur la France, et on regarde plus cette image française, on ne voit pas on ne voit pas cette hémorragie en quelque sorte d'acteurs français qui seraient acquis par des entreprises américaines ou même des entreprises asiatiques. On a quelques exemples, ce qui est vrai. Moi, j'étais auparavant chez PriceMister au moment de l'acquisition par le groupe japonais Rakuten. Donc, on a des exemples acquisition côté asiatique, on a des exemples acquisition côté américain, mais disons que des gros acteurs emblématiques type Criteo, aujourd'hui, sont cotés au Nasdaq. Non, il y a l'ARCEP. Vas-y. Et l'ARCEP, donc, très rapidement, je vous promets, Monsieur le Président. Sur la régulation par les systèmes d'exploitation, on a eu énormément d'échanges avec l'ARCEP, puisqu'ils avaient publié il y a quelque temps un rapport justement sur les terminaux ouverts. On a eu énormément d'échanges avec eux pour expliquer comment fonctionnait Android. Un des points qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'existe pas un Android. C'est-à-dire que Android, par nature, est un logiciel open source, c'est-à-dire que l'ensemble des téléphones Android aujourd'hui ne sont pas Android la version mère. Les seuls téléphones sur lesquels vous allez trouver Android, la version que nous mettons en ligne et qui est offerte ensuite à l'ensemble des constructeurs, vous les trouverez sur les téléphones Google, vous les trouverez chez quelques constructeurs qui ont décidé d'aller très vite et qui préfèrent focaliser leur innovation sur le produit
j'allais dire le hardware, et non pas sur la partie logicielle. Donc ils préfèrent prendre notre OS directement et le mettre. Mais si on prend l'ensemble des acteurs, que ce soit Samsung, que ce soit Huawei, que ce soit Xiaomi, etc., tous modifient Android et font leur propre sauce, leur propre couleur, leur propre saveur en quelque sorte d'Android. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une multiplicité d'Android. Il existe en fait un niveau de compatibilité qui fait qu'un développeur qui fait une application, ça va fonctionner sur tous les téléphones Android compatibles, mais chacune des versions d'Android est complètement différente en termes de fonctionnalité, en termes d'interaction, en termes d'interface utilisateur, et ce qui a même abouti, notamment dans plusieurs pays et par plusieurs constructeurs, à créer leurs propres versions d'Android. Si on prend Xiaomi a créé ce qu'ils appellent MIUI. MIUI, c'est la version Android de Xiaomi. Et donc, ils ont développé leur propre système d'exploitation. Ça répond en creux à votre question autour de Huawei. Aujourd'hui, ça existe. Ça existe d'avoir des acteurs qui créent leur propre système d'exploitation. Samsung a fait la même chose avec un système d'exploitation en dehors du périmètre Android qui s'appelle Tizen pour certains de leur marché, notamment le marché indien. Ils utilisent des téléphones sur leur propre système d'exploitation. Et donc, mais si on revient sur l'univers Android, on a effectivement plusieurs systèmes d'exploitation qui existent. En Russie, vous avez Yandex qui a développé le sien. Beaucoup de constructeurs asiatiques ont développé les leurs. Vous avez différents modèles, différents acteurs, même européens, qui ont voulu développer leur propre système d'exploitation. Fairphone, qui est un constructeur néerlandais, a créé Fairphone OS, etc., etc. Donc ça existe déjà, ces versions spécifiques de système d'exploitation. Le problème avec Huawei, c'est un problème en géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, le problème avec Huawei... c'est pas que c'est un système open source contrôlé. La manière est la suivante, c'est-à-dire que nous, on met le logiciel en libre accès, et ensuite, chacun des constructeurs va recevoir les mises à jour et les mises à jour de sécurité. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne le modèle Android. C'est-à-dire, on met en ligne le système et ensuite, quasiment tous les mois, en fait, les patchs de sécurité, c'est tous les mois, les constructeurs vont recevoir les mises à jour de sécurité. À partir du moment où vous avez un gouvernement qui interdit d'envoyer des logiciels à certains acteurs, ces acteurs-là ne recevront plus ces mises à jour, mais ils sont libres à eux de développer, puisque le logiciel est open source, leur propre patch de sécurité, de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est juste que l'environnement Android n'est pas un environnement contrôlé. C'est-à-dire que nous, on met tout en ligne. On a des lignes automatiques qui permettent, parce que bien évidemment, il faut envoyer, quand il y a un patch de sécurité, il faut l'envoyer assez rapidement pour qu'ensuite les constructeurs, comme je disais, mettre à leur sauce ce patch de sécurité et le poussent chez tous leurs consommateurs. Mais c'est vrai que le principe d'Android, c'est l'open source. Ça restera toujours accessible. N'importe qui, quel que soit son pays de résidence, continuera à avoir accès à Android et aux pages de sécurité au fur et à mesure qui sont publiées. Voilà. Merci. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous poser des questions d'historien. Donc, elles sont pleines de bienveillance. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une entité supranationale non étatique, c'est-à-dire que vous avez une puissance économique et une puissance d'influence qui est supérieure à celle d'État, peut-être même un jour le nôtre, voire très, très rapidement le nôtre. Et vous avez pris ce pouvoir qui est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, avec des formes qui n'ont rien à voir avec la prise de possession du pouvoir économique tel qu'on a pu connaître au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé à la prise du pouvoir politique, à la maîtrise de la sphère du politique, ce qui est un modèle tout à fait original. Aujourd'hui, vous investissez beaucoup d'argent dans la formation, qui est un nouveau domaine. Je pense notamment au Google Atelier numérique, où gratuitement vous offrez une formation à un certain esprit numérique qui est favorable à votre vision économique des choses et à votre modèle, ce qui est tout à fait normal. Je ne connais pas de formation qui soit absolument neutre. Ma question est la suivante, c'est est-ce que au sommet de la puissance où vous en êtes, vous considérez qu'il y a encore une utilité pour les États-nations
Et est-ce qu'ils sont encore utiles pour vous? Et quelles sont vos relations avec ces États-nations? Et puis, est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer finalement à une forme d'obsolescence de l'État-nation, ce qui potentiellement pourrait produire des conséquences qui seraient contraires à la diffusion complète de votre modèle. Si on remplace la relation du citoyen à l'État par la relation du citoyen à Google, on permet des formes de prise de domination politique qui, à terme, peuvent complètement changer votre modèle économique. Donc je pourrais résumer ça avec une seule question, c'est est-ce que Google a encore besoin de l'État? Vous me permettez, bien évidemment vous laissez la parole. Je voudrais compléter la question très, très importante et intéressante de Pierre Ouzoulias par une remarque, un fait pour lequel je souhaiterais que vous nous éclairiez et qui renvoie à la relation de votre entreprise avec finalement avec les consommateurs, les clients qui sont les vôtres et les individus de manière plus générale. En 2013, Vinton Cerf, dont la fonction est chef évangéliste de Google, alors je ne sais pas s'il l'est toujours, mais en tout cas il l'était à un moment donné, a dit, je le cite, « La vie privée pourrait en réalité être une anomalie ». Voilà. Alors c'est une phrase un peu surprenante, pour tout dire inquiétante. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre, donc je voudrais savoir, au-delà de la question générale qui touchait aux politiques et au rapport entre État et entreprise, la conception, la philosophie, à partir de phrases comme celle-là, qui préside à l'esprit numérique que vous avez évoqué en parlant ou que Pierre a évoqué en parlant des formations que vous proposez. Voilà, vous avez la parole, monsieur. Je viendrai après sur la phrase de Vinton Cerf, qui toujours salarié de Google. Oui, toujours salarié de Google. Évangéliste, oui, c'est son titre. Voilà. Je reviendrai rapidement. Google a-t-il encore besoin de l'État? La réponse est oui, c'est pas de l'État ou l'État avec un grand E majuscule, mais c'est aussi des États. Puisqu'en fait, vous l'avez rappelé, on est présent dans plusieurs pays. Bien souvent, quand on définit les acteurs du numérique, on dit qu'on est des entreprises globales. Moi, je préfère parler d'une entreprise multinationale. C'est-à-dire que notre devoir et notre obligation, c'est aussi d'appliquer les différentes réglementations nationales dans lesquelles on opère, dans les pays dans lesquels on opère. Et c'est ça la vraie différence entre une entreprise globale et une entreprise multinationale. Et nous, on se place dans la deuxième catégorie. Concernant, je vais faire juste un arrêt 30 secondes avant de rentrer sur les relations entre nous et l'État, sur la question de ces formations que l'on perd dans les différents ateliers numériques. Non, on ne forme pas des gens à une vision de Google de ce qu'est le numérique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir vous rendre dans ces lieux, et vous êtes bien évidemment les bienvenus. Le principe de ces lieux, c'est de donner la capacité à des entreprises, à des PME, des TPE, des entrepreneurs, des demandeurs d'emploi, mais également à toute personne, de s'informer sur les questions numériques. Ce n'est pas un lieu de vente de produits Google, ce n'est pas un lieu dans lequel on va parler des produits Google, et surtout, de manière beaucoup plus importante, ce sont des lieux dans lesquels l'ensemble des actions qui sont menées sont faites en collaboration avec des acteurs locaux et des associations locales. C'est-à-dire que les actions de sensibilisation qui peuvent être menées dans ces lieux-là ne sont pas délivrées intégralement par des gens, en quelque sorte, Google. C'est-à-dire que vous allez trouver à la fois des chambres du commerce et industrie, des acteurs comme Pôle emploi, vous allez trouver des associations locales, vous allez trouver des centres sociaux, etc. Des acteurs qui vont utiliser ces lieux-là comme étant une plateforme. À plusieurs reprises, on a proposé et on a eu l'occasion d'avoir aussi des acteurs du libre venir dans nos lieux, délivrer les formations, expliquer qu'il y avait des alternatives aux produits proposés
par des acteurs comme Google ou Facebook. C'est-à-dire que l'objectif de ces lieux, c'est au contraire d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion et de sensibiliser. L'idée, c'est pas que vous ressortiez avec le kit d'utilisation des produits Google, parce que ce n'est pas l'objectif de ces lieux et ce n'est pas l'objectif qui est recherché. L'objectif, c'est quand vous avez une TPE de quartier, une PME de quartier, c'est d'avoir la capacité pour elle de comprendre ce qui est en train de se passer, d'avoir la capacité d'obtenir la visibilité. Quand un restaurateur reçoit des avis négatifs sur Internet, c'est d'essayer de lui expliquer que oui, il faut qu'il réponde à ces avis négatifs, sinon oui, la notoriété de son restaurant et ses chiffres d'affaires va en pâtir. Quand vous allez avoir également des personnes qui sont demandeurs d'emploi et à qui on demande de remplir un formulaire sur un site Internet pour indiquer quelles sont les recherches qu'ils ont réalisées au cours du mois qui s'est écoulé et qui ne savent pas sortir d'un ordinateur, qui ne savent pas taper sur un clavier, c'est ça aussi les actions qui peuvent être menées, comme je disais, en partenariat avec les acteurs locaux dans ces lieux-là. L'idée, c'est un mélange d'inclusion numérique au profit du grand public et un mélange aussi d'accompagnement du tissu économique. Je ferme la parenthèse là-dessus. Sur le rôle, est-ce qu'on a encore besoin de l'État? La réponse est oui. Et c'est assez intéressant parce que bien souvent, on a toujours perçu les acteurs du numérique comme étant des acteurs qui veulent être en dehors des lois. On parle souvent de Far West ou Far Web, on parle souvent de zones grises. On oppose souvent un monde virtuel au monde réel, ce qui voudrait dire que les règles du monde réel ne s'appliqueraient pas dans le monde virtuel, ce qui est complètement faux. Ce que nous, on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'acteurs ont déjà pris, et on en fait partie, nous, sur chacune de nos plateformes, on a mis en place un certain nombre de règles pour justement décliner de manière très opérationnelle les différentes législations. Faire en sorte que des contenus pornographiques ne soient pas accessibles à des mineurs sur YouTube. Faire en sorte que des contenus haineux, terroristes, ou plus récemment avec la loi sur la désinformation, des contenus qui fassent justement de la désinformation soient accessibles sur nos plateformes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une législation qui est adoptée dans un État, on va travailler avec les États, on va travailler avec les régulateurs, et comme je le disais en introduction, on a commencé déjà à engager étroitement avec un certain nombre de régulateurs pour entrer en fait dans ce mode d'échange. Bien évidemment, à chaque fois qu'il faut modifier structurellement un produit, on rentre dans des discussions avec des différents acteurs, interlocuteurs et autres. Mais la manière dont nous, on se positionne effectivement par rapport aux États, c'est d'être effectivement des acteurs finalement de la régulation étatique. On n'est pas au-dessus des lois, on est juste, comme n'importe quelle entreprise, des acteurs qui vont être soumis à ces lois. Et effectivement, lorsque on ne respectera pas les lois, on sera sanctionné et on devra changer nos pratiques, on devra évoluer, etc. Après, je ne dis pas que l'ensemble des réglementations aujourd'hui sont claires et permettent de savoir en fait où est la ligne de démarcation. La discussion autour du règlement général sur la protection des données, la CNIL nous a sanctionné effectivement en disant vous avez mal interprété le RGPD parce que c'est pas comme ça que vous devriez collecter le consentement. Et on s'est rendu compte plus récemment que sur le même sujet, la CNIL a ouvert en fait une période d'environ 12 mois pour que l'ensemble des entreprises finalement se mettent en conformité et comprennent un peu mieux l'interprétation. Sur un texte aussi fondateur que le RGPD, il va se passer plusieurs années, plusieurs décisions, plusieurs actions qui concerneront sans doute beaucoup d'entreprises afin de comprendre exactement comment ce texte-là doit s'appliquer. Voilà pour ces auditions que vous avez pu suivre sur Public Sénat. Le rapporteur de cette commission d'enquête que vous avez vu à l'image, Gérard Longuet, qui a dit depuis dans un communiqué qu'il n'avait pas été convaincu par les réponses, notamment de Google, sur l'interopérabilité des données. La question de la gestion des données personnelles par Google, mais aussi par Facebook, qui interroge les sénateurs. Il se montre très critique sur cette question qui est très sensible, on le sait. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur publicsena.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.